Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une méthode de co-conception de systèmes de culture à base intrants en agrumiculture en Guadeloupe. Vous verrez que cette méthode fait appel à des concepts et méthodes qui ont été largement expliqués par Marc. Donc, je ne m'étendrai pas complètement là-dessus. Donc le cadre méthodologique qui a été retenu pour cette méthode est donc une approche à dire d'expert, donc de prototypage, qui est un cadre qui est à privilégier en absence notamment de modèles, et surtout c'est un cadre flexible qui nous a permis à notre niveau d'introduire des objectifs participatifs à toutes les étapes de la conception, mais aussi d'avoir une démarche continue d'amélioration à 3 échelles. Mais c'est aussi, la méthode met aussi en œuvre de la reconception pas à pas. Donc c'est ce qui a été expliqué par Marc. Donc c'est une méthode un peu hybride. Donc vous verrez, on pourra en discuter après. Cette méthode de reconception pas à pas a aussi inclus une idée de rupture avec le système existant, une approche globale. Et nous avons retenu aussi cette méthode pas à pas parce qu'elle nous semblait bien adapté à des systèmes de culture pérennes, ou du moins plus faciles à mettre en œuvre. Donc la méthode, la voici schématisée. Bon, je vais la décrire très rapidement. Elle démarre par un diagnostic qui permet de définir des objectifs et de hiérarchiser des objectifs d'amélioration du système, lesquels objectifs aboutissent à la conception, de la co-conception de prototypes expérimentaux. Donc là, on est en phase 2.2. En phase 3, on expérimente, donc on teste ces prototypes en station expérimentale. En phase 4, on les transfère où ils sont transférés en exploitation. Et en phase 5, ils sont transférés à l'échelle, on va dire, du territoire. Donc c'est une méthode qui permet d'impliquer les acteurs à toutes les étapes du processus, qui propose une démarche d'amélioration continue à 3 échelles, donc parcelle, exploitation et région, et qui est itératif. Tant que le prototype n'est pas abouti selon les objectifs d'amélioration, il n'est pas transféré à l'autre échelle. Et cette méthode met aussi en œuvre une analyse multicritère qui permet d'évaluer les effets positifs ou négatifs de ces changements de pratique. Donc cette méthode est participative, donc les acteurs sont au centre de notre travail. Donc, dans le cadre de la Guadeloupe, nous avons mobilisé 2 types d'acteurs, des acteurs publics et des acteurs professionnels. Les acteurs publics étaient constitués d'un groupe élargi, donc qui se réunissait annuellement, et puis un groupe d'acteurs plus réduit, donc là avec un représentant de chacune des institutions ou de la filière, qui se réunissait lors de réunions techniques bien spécifiques avec des objets bien précis. Et le deuxième groupe d'acteurs, donc des acteurs professionnels, qui là étaient réunis lors de réunions techniques spécifiques, et qui étaient constitués de producteurs, d'un technicien et de 2 chercheurs. Donc je vais vous présenter le cas d'étude qui nous intéresse, ici le système de culture agrumicole en Guadeloupe. Donc quelques éléments de contexte tout d'abord. Donc en Guadeloupe, il y a une nécessité de rechercher de la diversification, notamment pour obtenir une plus grande autonomie de la production locale, mais aussi pour permettre une diversification des trésoreries des producteurs. Il y a aussi un point particulier qui était face à la crise de la chlordécone, donc de rechercher des cultures alternatives à mettre en place sur des sols qui étaient pollués. Et puis en écho au plan éco-phyto, donc avec des objectifs donc, de réduction d'une manière globale de l'usage des pesticides, et de développer des systèmes de culture plus durables. Donc l'agrumiculture, dans ces conditions, était une culture candidate, avec un principal atout, c'était déjà une culture de diversification d'importance, avec un marché local porteur, et une offre qui ne couvrait pas la demande. Et face, avec cet intérêt de rechercher les cultures pour cultiver sur des terrains pollués, donc on avait mis aussi, des études précédentes avaient mis aussi au point, mis en place en fait, le fait que la culture n'était pas concernée par le transfert du pesticide vers le produit. Donc c'est la Guadeloupe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un climat tropical humide avec une sécheresse plus ou moins longue,
donc de bonnes conditions pour l'agrumiculture, de petites surfaces, hein, moins de 400 hectares, mais qui représentent quand même à peu près 40% des surfaces dédiées aux cultures fruitières, hors bananes bien évidemment. Donc avec une zone principale en basse terre de culture, qui a pour particularité notamment d'avoir des vergers implantés sur des très fortes pentes, pouvant aller jusqu'à 50%. Et un cortège de maladies ravageurs qui, de manière globale, est maîtrisable si l'équilibre biologique est préservé. Donc il y a une profession importante sur cette filière donc qui s'était fixé des objectifs, donc de doubler les surfaces plantées, notamment pour essayer de supplanter au maximum les importations de fruits, développer des systèmes de culture durables par rapport à une réponse sociétale et produire des fruits de qualité et notamment faire reconnaître cette qualité auprès des consommateurs. Donc, est-ce que l'agrumiculture, culture candidate? Oui, mais on peut se poser, et on s'est posé cette question qui a permis de démarrer le processus de reconception du système. Quelle était et quelle est la dépendance de l'agrumiculture aux pesticides, notamment face aux objectifs du plan Écophyto 2018, et quelles sont les marges de progrès, et s'il y en a, quelles sont-elles? Donc, nous avons démarré ce processus de reconception que je vous ai présenté rapidement, par une phase de diagnostic et de détermination des objectifs d'amélioration du système. Donc avec une principale contrainte qui a été identifiée, c'était l'impossibilité de mécanisation de l'enherbement. Donc là à gauche vous avez une photo qui n'est pas des agrumes et qui n'est pas de Guadeloupe, mais où on voit un verger qui est facilement mécanisable. Et puis à droite le contexte plutôt guadeloupéen, donc avec des vergers en pente et avec un empierrement important. Donc la principale conséquence de cette impossibilité de mécanisation est une utilisation par les producteurs importante d'herbicides, avec des IFT moyens de l'ordre de 2,19, et sachant que la principale molécule active utilisée est le glyphosate, ben c'est que grossièrement les 2/3 des producteurs dépassaient la dose annuellement admise par la réglementation. Donc un cadre de contraintes après ce diagnostic a été déterminé, qui nous a permis avec les acteurs, donc là cette fois-ci les deux groupes d'acteurs, publics et professionnels, de déterminer et de hiérarchiser les objectifs d'amélioration du système de culture, qui ont été donc avec ces différents objectifs, donc de limiter l'érosion, limiter la pression des adventices, réduire les effets et la consommation de pesticides d'une manière générale, développer des zones d'habitat qui vont favoriser la lutte biologique par conservation, diminuer les coûts de production et ne pas augmenter le temps de main-d'œuvre dans le système, et puis essayer de limiter la consommation des ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables. Donc, deuxième étape, donc construire les prototypes. Donc, comment avons-nous procédé? Donc, il s'agissait d'une conception donc, participative qui a été menée avec le groupe d'acteurs professionnels. Donc, l'objectif était donc de reconcevoir le système sur la base des contraintes qui ont été observées lors du diagnostic. Donc, les acteurs ont débattu du problème, les producteurs ont exposé leurs pratiques, les contraintes et les solutions qu'ils pensaient intéressantes et possibles face à ces contraintes. Les chercheurs ont fait de même, ont exposé des résultats de recherche ou de la biblio. Et au final, une mise en station de toutes ces expériences a débouché donc, sur de nouvelles pratiques pour répondre à ces contraintes observées. Donc 5 prototypes de gestion de l'enherbement ont été co-construits. Donc ces prototypes se sont distingués par la méthode de maîtrise des adventices, qu'elle soit chimique, mécanique ou manuelle, par la fréquence d'intervention, mais aussi par l'introduction d'une plante de service, ici Neonotonia victi, plante qui avait été sélectionnée grâce à une grille d'analyse multicritères et des essais au champ préalables. Donc l'expérimentation à proprement parler de ces prototypes a été réalisée donc, sur une station expérimentale, donc celle du CIRAD de Vieux-Habitants, sur un dispositif somme toute assez classique. Donc 5 prototypes, dont la pratique courante des producteurs en tant que témoin.
Donc le management des pratiques, donc on a utilisé une approche systémique qui était basée donc sur un jeu de règles de décision qui a été coécrit avec les acteurs techniques, qui notamment a déterminé le type et le niveau d'intervention pour chacune des opérations culturelles. Et les conclusions de ces règles, en fait, reposaient à la fois sur les recommandations de l'itinéraire technique de référence donc en cours en Guadeloupe, mais aussi donc sur les caractéristiques des 5 prototypes et sur les niveaux de compétition qui ont été mesurés sur les arbres. Un exemple de règle de décision donc, était la différenciation des apports d'eau en fonction des compétitions. Bon, là, on travaillait avec des jeunes vergers, avec un enherbement qui pouvait être compétitif vis-à-vis de la culture de rente. Donc là, il s'agissait de maintenir un même niveau de croissance des arbres sur tous les prototypes. Donc on a utilisé, on a apporté une dose minimale d'irrigation pour tous les prototypes qui étaient basés sur les besoins des jeunes agrumes. Et puis après, on a écrit une règle de décision d'apport supplémentaire qui était basée sur la mesure d'un stress hydrique. Donc ici, c'était le diamètre du tronc, donc qui était mesuré avec des capteurs de déplacement. Et donc la règle de décision disait si un stress est observé, on va rajouter une dose d'irrigation supplémentaire. Donc la dose d'irrigation supplémentaire qui était au maximum 20% a également été codécidée avec les acteurs. Ils pouvaient supporter 20% d'irrigation en plus, mais pas plus. Donc ces objectifs d'amélioration sont indissociables. Il faut nécessairement des objectifs, des critères d'évaluation de ces objectifs d'amélioration du système. Donc ces critères d'évaluation ont également été codécidés, donc cette fois-ci par le groupe d'acteurs publics, qui nous a permis en fait donc de transformer dans un premier temps les objectifs d'amélioration en critères d'évaluation. Et après sélection, adaptation, construction d'indicateurs, nous avons donc réalisé cette évaluation multicritère sur ces objectifs. Donc nous avons aussi agrégé plus ou moins ces indicateurs pour permettre une compréhension plus aisée des résultats par tous les acteurs. Donc ces indicateurs sont construits sur des techniques des outils de type système expert, qui est notamment utilisé par les collègues de l'INRA Colmar pour la méthode Indigo. Donc qui utilise à la fois la logique floue, qui permet d'éviter les ruptures de classe des valeurs seuil des différentes variables des indicateurs, et puis qui met en œuvre une agrégation qui utilise des règles de décision de type si et si, alors, conclusion. Donc ce qui est après la méthode finale d'agrégation est celle de Sugeno. Donc je vous prendrai un exemple après de construction. Donc voici les différents indicateurs retenus qui ont été opposés aux objectifs d'amélioration. Donc je ne vais pas tous les prendre, les détailler. Par exemple, on peut prendre celui-ci, donc l'eau. Donc là, c'est un indicateur simple qui mesure simplement la consommation en eau par les différents prototypes. Donc là, il s'agissait donc de répondre à l'objectif de raisonner l'utilisation de l'eau d'irrigation. Ou un indicateur un peu plus complexe, de construction, on va dire un peu plus complexe, qui visait à limiter donc, les risques liés à l'érosion. Donc là, on a construit un indicateur pour les besoins de l'étude, donc de type système expert, et qui renseigne un score en fait, sur une échelle qualitative de 0 à 10, 0 étant le très mauvais, 10 étant le maximum à obtenir. Donc un exemple de construction d'indicateurs, donc ici l'indicateur perturbation, donc qui avait deux objectifs. Un premier qui était d'évaluer l'impact de la gestion de l'enherbement sur le fonctionnement de l'agroécosystème, et le second d'évaluer les risques d'érosion liés à ces prototypes. Donc sur le premier objectif, on a donc recherché un bioindicateur de la perturbation de l'agroécosystème. Donc notre attention a été portée sur les phytocéides, notamment par des données bibliographiques qui nous ont permis de dire que c'était une espèce cosmopolite qui était sensible aux perturbations, qui avait une recolonisation rapide, donc une bonne résilience, et puis surtout un faible déplacement vis-à-vis de notre dispositif expérimental, c'était important. On ne pouvait pas se permettre, par exemple, d'avoir un bioindicateur comme les abeilles qui pouvaient passer d'un système à l'autre trop facilement. Donc cette variable, on l'appelait bioindic.
Et pour les risques érosifs, donc on a fait une hypothèse simple qui était de dire qu'un couvert permanent avec une bonne biomasse, on va dire, limitait ces risques d'érosion. Donc là, on a considéré deux variables, la variable taux de couverture du sol et une variable quantité de biomasse. Donc pour la variable bioindicateur, on a tout simplement compté le nombre d'acariens par prototype et on a ensuite relié donc, le nombre d'interventions qui a été réalisé sur les enherbements, fauches ou les herbicides, et notamment relier ça à un impact sur ce bioindicateur. Pour la couverture du sol, on a donc estimé visuellement, régulièrement, et cela pendant 2 ans, le niveau et la dynamique de recouvrement. Même chose pour la biomasse, où là on a mesuré la matière sèche produite par chacun des prototypes, donc au fil de l'expérimentation. Donc pour chacune de ces variables, il nous a fallu, pour construire cet indicateur, à dire d'experts, déterminer des classes, donc 3 classes de référence pour déterminer des valeurs seuil. Une première classe dite favorable, qui nous permet de considérer comme la variable comme étant favorable, une défavorable, et une classe intermédiaire qui est entre les deux pour éviter les ruptures. Donc là, on fait appel à des concepts de la logique floue. Donc voici les valeurs seuil qui ont été retenues pour chacune des classes, qui ont été basées à la fois sur des expérimentations complémentaires menées sur l'exploitation et à la fois sur la bibliographie. Donc pour chacune des 3 variables, on a donc des conditions favorables ou des conditions défavorables, et entre les deux, la logique floue qui s'applique. Au final, donc on agrège ces 3 variables, notamment par le théorème de Sugeno, qui va prendre en compte les degrés d'appartenance favorable ou défavorable pour chacune de ces variables, et auxquelles on va après utiliser des règles de décision et leur conclusion, qui va être donnée sur une échelle qualitative de 0 à 10. Donc, pour exemple, lorsque toutes les variables sont favorables, nécessairement, la conclusion de ces règles aboutit à un score de 10, donc un score maximal. A contrario, lorsque toutes ces variables sont défavorables, conduit à un score de 0. Et puis après, on a donc des conditions intermédiaires. Et donc là, c'est un arbre de décision qui est décidé à dire d'experts, qui permet d'hiérarchiser l'une ou l'autre variable et lui donner plus ou moins d'importance par rapport aux autres. Donc ici, deux conditions défavorables aboutit à un score de 3. Bon, l'objectif étant d'avoir un score supérieur à 7. Donc alors en termes de résultats, je ne vais pas m'appesantir sur les résultats, mais ce qui est important ici de dire, c'est que les prototypes ont été discriminés par nos différents indicateurs et nos différentes variables constitutives de l'indicateur. Donc ici, sur ces trois graphes, les populations de phytocéides ont évolué, la biomasse également, et de façon significative, on va dire que les prototypes les ont bien discriminés, ce qui nous a permis de les classer. Globalement, donc, nous avons donc réalisé une analyse multicritère des performances de ces prototypes. Alors les prototypes arrivent maintenant, je vous les explique maintenant, si on pourra aller plus dans le détail si vous le souhaitez après. Donc le premier prototype était une gestion, donc à gauche, PV, là, qui est une gestion de l'enherbement spontané, à la fois par une mécanisation et à la fois par du chimique sous l'arbre. Le deuxième, GLI, était une végétation spontanée qui était maîtrisée régulièrement par des herbicides et qui constituait la pratique du producteur. Donc tous les 3 mois, herbicide, glyphosate. Le prototype AV était une végétation spontanée mécanisée, toujours, puis mécanisée donc, sur le rang, chimique sous l'arbre. Et lorsque des compétitions pour l'eau étaient avérées, lors de nos mesures, on détruisait totalement la couverture donc à l'herbicide. Et les 2 derniers, Aneo, Peneo, donc, mettent en œuvre une plante de service, donc Neonotonia victi. Aneo avec une tactique annuelle, c'est-à-dire et chimique sous l'arbre, et lorsque les compétitions pour l'eau étaient avérées, une destruction totale de la couverture aussi. Et la dernière, donc Peneo, là aucune intervention chimique, simplement, alors on ne voit pas le manche du sabre, mais c'est bien un sabre, donc un entretien manuel de la couverture.
Donc ces 5 prototypes ont été évalués grâce à ces différents indicateurs. Donc GLI constituait notre référence puisque c'était la pratique des producteurs. Alors ce qui est intéressant de montrer, c'est que ces indicateurs ont été sensibles au changement de pratique et nous ont permis de différencier les prototypes et de les classer entre eux de façon significative pour la plupart des prototypes. Donc ici, sur les performances sur l'indicateur performance, on voit que la meilleure performance est obtenue par la pratique des producteurs. Voilà. Donc ils savent faire, en tout cas au niveau de la culture de rente. Et le 5e prototype, Pénéo, qui met en œuvre une plante de service pérenne avec une forte concurrence, aboutit à des performances moyennes, voire quasi mauvaises. Concernant les IFT, c'est inversé nécessairement, puisque la pratique des producteurs met en œuvre énormément de traitements, alors que la pratique Pénéo est principalement manuelle. Pour l'eau, pareil, donc compétition pour l'eau avérée et importante qui nous a obligés à ajouter de l'eau en supplément dans le prototype plante de service, mais qui n'a malheureusement pas été suffisante pour compenser les écarts de croissance. Concernant l'énergie, donc là c'est l'énergie directe et indirecte qui a été comptabilisée par des méthodes ACV. Donc on a logiquement les prototypes qui font intervenir de la mécanisation consomment plus d'énergie que ceux qui n'en font pas intervenir ou très peu. Sur les coûts et la main-d'œuvre, c'est étroitement lié, 2 indicateurs qui sont liés, vu les coûts de main-d'œuvre dans les DOM. Donc là on s'aperçoit qu'effectivement les prototypes composantes manuelles coûtent plus cher que les autres prototypes. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que Aneo là, est le prototype qui coûte le moins cher, alors qu'il introduit une plante de couverture, mais avec possibilité de chimique. Donc on compense en fait, on va dire, l'introduction de cette plante de service qui pourrait être coûteuse par un geste chimique qui fait diminuer les coûts au final. Sur l'indicateur perturbation que j'ai développé, là, il n'y a pas de secret. La pratique des producteurs avec énormément de perturbations est le moins bien placé. Et IFI, c'est un indicateur d'évaluation développé par l'INRA Colmar qui évalue les risques de transfert des pesticides vers l'environnement. Donc là, on a très très peu de différence parce que les molécules utilisées étaient quasiment les mêmes. Et les doses, finalement, n'ont pas permis de différencier les prototypes entre eux. Donc au final de cette évaluation multicritère, on a donc repéré 3 prototypes qui étaient non viables, 2 dont les performances agronomiques étaient faibles, et une donc celle de la pratique des producteurs qui avait des pratiques peu respectueuses de l'environnement vis-à-vis des indicateurs d'évaluation. Donc 2 pratiques et donc 2 prototypes dans nos conditions d'expérimentation se sont avérés les meilleures alternatives aux pratiques actuelles. Ce sont des tactiques de gestion annuelle de l'enherbement avec une couverture du sol soit semée, donc lorsqu'on a introduit la plante de service, soit spontanée, plus une rupture annuelle. Donc là, dans notre cas d'étude, elle était chimique, mais on pourrait très bien l'imaginer mécanique pour éviter d'utiliser des pesticides. Donc ces ruptures nous ont permis, dans notre cas d'étude, de limiter les compétitions pour l'eau, de limiter les risques érosifs, et puis, chose aussi intéressante, de redynamiser la banque de semences qui nous a permis de favoriser la diversité végétale dans les enherbements et notamment favoriser d'autres services écologiques, notamment la préservation d'auxiliaires utiles. Donc en termes de discussion et de perspective, donc on a une dynamique qui a été créée grâce à ce cadre méthodologique qui a été appelé DISC et qui a permis d'initier en fait un processus de reconception du système de culture. Ça nous a permis de déterminer donc, avec les acteurs les objectifs d'amélioration, de construire ensemble des systèmes de culture et des pratiques innovantes, de décider ensemble aussi des critères d'évaluation, de tester ces prototypes et puis d'évaluer les impacts de ces changements de pratique sur les performances du système. Alors comment on peut expliquer cette dynamique ? Je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a déjà la mobilisation et la formalisation des savoirs locaux qui étaient importantes.
et qui a permis d'impliquer les producteurs de façon forte. Il y a eu aussi une mobilisation de tous les autres acteurs professionnels qui se sont fixés un objectif commun qui était de développer un système de culture durable. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a joué énormément, c'était qu'on était sur la Guadeloupe depuis un certain nombre d'années et qu'il y avait des liens qui étaient tissés, qui étaient anciens, entretenus avec tous les partenaires, parties prenantes du travail de reconception. Et notamment, il y a eu un lieu de rencontre et d'échange. Dans le cas d'études, c'était une station du CIRAD, la station de vieux habitants, qui était implantée dans la zone traditionnelle de culture et qui, à mon avis, a joué un rôle important. Bon, le processus d'innovation est encore en cours, sauf que nous, on n'y est plus. Le CIRAD n'y est plus, puisque en 2010, il y a eu donc une décision de la direction de se retirer de Guadeloupe. Donc, bon, voilà, quelles en sont les conséquences sur le processus d'innovation, on est parti, le CIRAD est parti, mais bon, ma foi. Et où en est le processus de reconception? Donc là, c'est plus moi qui ai fait ces diapos, c'est les collègues qui poursuivent le travail. Donc, la Sofri a repris le flambeau. Donc, c'était un partenaire historique qui donc a poursuivi cette démarche, et notamment pour permettre et assurer le changement d'échelle entre l'étape 3, donc qui était celle que nous, on a finalisée au final, à l'étape 4, qui était donc le transfert sur les exploitations agricoles. Donc, comment ont-ils procédé? Donc, ils ont constitué un réseau de producteurs. Ils ont rédigé ensemble, lors d'une formation, un cahier des charges, donc incluant ces nouvelles pratiques de gestion de l'enherbement, notamment via les plantes de service. Ils ont ensuite mis des parcelles pilotes en place, donc en milieu contrôlé, sur la station de vieux habitants, qui leur est revenue, on va dire, et en milieu réel chez les producteurs, sachant que sur station ou en milieu réel, ce sont toujours les producteurs qui assurent le suivi de leurs parcelles. Et puis, donc, les techniciens, eux, leur rôle, technicien de la Sofri, encadrent et vérifient le bon fonctionnement et bon suivi du cahier des charges. Et un malheur n'arrive pas sans un autre. Donc, deuxième coup de théâtre en 2012, arrivé en Guadeloupe d'un nouveau bioagresseur d'importance des agrumes, qui est le greening, l'ancien greening, le HLB. Donc, pareil, donc comment réagissons dans ce cas de figure et le processus d'innovation, où en est-il aujourd'hui? Donc, la Sofri prend les rênes toujours, puisque nous, on n'y est plus. Nouvelle contrainte identifiée, donc nouveau bioagresseur, un peu obligé de recommencer le processus d'innovation. Donc, ils ont mobilisé donc, un groupe d'experts pour avoir des réponses face à ce nouveau bioagresseur, essayer de voir comment on pouvait le contourner, comment on pouvait le gérer. Donc, au final, ces experts ont répondu en 3 points. Il nous faut de la prophylaxie, il nous faut des plants sains et il nous faut renforcer la lutte biologique en verger pour préserver donc, les parasitoïdes qui seraient les parasitoïdes du vecteur de la maladie. Donc, au final, face à ces réponses, les techniciens et la Sofri achintaient l'expérimentation en station, puisqu'elle n'était pas nécessaire, puisque les connaissances étaient suffisantes. Donc, pour continuer, au final, donc, à l'étape 4 du processus de reconception, avec la mise en place de nouvelles actions. Une première action qui a été donc de dépister et d'arracher les plants qui étaient positifs à la maladie, de renforcer le suivi des producteurs et notamment les accompagner et les former aux méthodes de lutte biologique, notamment pour préserver les parasitoïdes. Et puis, une action pour encadrer les pépiniéristes qui vont à nouveau rediffuser du matériel végétal propre et sain. Voilà, donc une méthode qui est là, qui continue sans nous, et qui au final, devrait aboutir donc à... Alors ça prend du temps, mais je pense que sur des systèmes de culture pérennes, on n'est jamais... Il ne faut pas être trop pressé, je pense. C'est pour ça que c'est bien une reconception à la fois de prototypage, mais aussi à la fois pas à pas. Donc moi, je mélange un peu les deux méthodes et concepts. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je finis sur cette petite diapo qui remercie de façon nominative des personnes, des groupes d'experts, les acteurs professionnels et puis aussi toutes les institutions qui ont participé à ce travail, avec notamment une mention particulière pour la Sofri qui continue ce travail de reconception. Voilà, je vous remercie.